Bienvenue à ce module d'introduction au GIAF, le cadre d'analyse conjointe des besoins intersectoriels. Je m'appelle Magali Salazar et je travaille avec l'unité interagence pour la gestion du projet GIAF. Le GIAF est une initiative multipartenaire qui réunit des agences des Nations Unies, des ONG et des donateurs. Cette session fait donc partie d'un plan de formation plus large pour le GIAF 1.1. Le plan est composé de 3 éléments. Je viens de vous parler des présentations préenregistrées de haut niveau. Il existe aussi 8 présentations plus approfondies, ainsi que des ateliers et des webinars. Voici plus en détail les titres des sessions disponibles dans le plan de formation du GIAF 1.1. Et maintenant, commençons à explorer le GIAF. Concrètement, l'approche GIAF se compose de 3 éléments: un concept, une méthodologie et un processus. Le concept est que l'analyse est intersectorielle, par opposition à multisectorielle, avec des populations touchées comme point de départ. La méthodologie s'articule autour de 3 éléments. D'abord, un cadre analytique ou conceptuel, puis des indicateurs avec des seuils de sévérité, et troisièmement, des méthodes d'agrégation pour chacun des 2 scénarios en fonction des données disponibles dans chaque pays. L'agrégation conduira ensuite au calcul des personnes dans le besoin. Enfin, en termes de processus, nous verrons qu'il est assez similaire au processus du HNO, avec lequel la plupart des équipes au niveau des pays sont déjà familières. Regardons maintenant un peu plus en détail la méthodologie, qui est composée de 3 éléments. Tout d'abord, nous verrons le cadre analytique. Ensuite, nous regarderons la sévérité avec les indicateurs et enfin, nous examinerons les méthodes d'agrégation. Commençons par le cadre ou le framework. Le GIAF est construit autour de 5 piliers principaux, chacun contenant des sous-piliers. Cela permet d'organiser l'information, de visualiser les relations et d'apporter une structure cohérente à l'analyse. En termes simples, le GIAF devrait aider à raconter l'histoire de la façon dont une population a été affectée par un choc ou un stress d'une manière cohérente et complète. Le premier pilier du cadre est le contexte, avec 9 sous-piliers qui examinent les aspects politiques, les aspects économiques et socioculturels, les lois et les éléments normatifs, la technologie, la démographie, l'environnement, la sécurité et les infrastructures. Donc, ce sont toutes les caractéristiques pertinentes de la zone d'intérêt. Pour ne donner qu'un exemple, il pourrait y s'agir d'examiner les envois de fonds qui contribuent au GPD du Soudan. Notez que vous devez essayer de désagréger toutes les informations de chaque pilier de l'infrastructure au niveau de l'unité d'analyse que vous utilisez. Par exemple, niveau administratif 2 ou groupe de population, par exemple hôtes et personnes déplacées, le cas échéant et dès que c'est possible. Pour le deuxième pilier, vous commencez à zoomer sur les personnes vivant dans la zone touchée et sur la façon dont elles ont été affectées par des événements et des chocs. Un événement, une condition qui perturbe le fonctionnement d'une communauté ou d'une société et provoque des pertes humaines, matérielles et économiques ou encore environnementales. Le sous-pilier des facteurs sous-jacents est le sous-pilier où vous devriez parler de pourquoi il y a un choc. Le troisième pilier du cadre se base sur les personnes touchées et l'impact de la crise. Il s'agit d'examiner les principaux effets de l'événement ou du choc sur la population, les systèmes et les services dans la zone touchée qui ont été identifiés précédemment. Cela se fait à 3 niveaux: l'impact sur les personnes, l'impact sur les systèmes et l'impact sur l'accès humanitaire. Le quatrième pilier est le cœur du GIAF. C'est ce qu'on appelle le pilier des conditions humanitaires et c'est là que les conséquences de l'impact du choc ou de l'événement sur les personnes sont identifiées en termes d'ampleur et analysées en termes de sévérité. La sévérité des conditions humanitaires est estimée en tenant compte de 3 conséquences humanitaires, qui sont les sous-piliers dans le GIAF.
Ces trois conséquences sont, premièrement, le niveau de vie, ou living standards, secondement, les mécanismes d'adaptation, ou coping mechanisms, et enfin, le bien-être physique et mental, physical and mental well-being. Le niveau de vie est défini par la capacité de la population touchée à satisfaire ses besoins fondamentaux en biens et en services essentiels. Il s'agit principalement de l'accès aux services. Les mécanismes d'adaptation, quant à eux, sont définis comme le degré auquel les gens font face à des défis avec la récupération d'impact. Les mécanismes d'adaptation peuvent être soit positifs, soit négatifs. Enfin, le troisième sous-pilier, le bien-être physique et mental, est mesuré par l'évaluation de la santé physique de la population touchée ainsi que de son bien-être mental, de sa morbidité ou de sa mortalité excessive, de sa malnutrition, de ses traumatismes psychosociaux et de ses graves violations des droits de l'homme. La sévérité du pilier des conditions humanitaires est agrégée, à l'aide de ces indicateurs, répartie dans la population aux unités d'analyse et au niveau de la crise. La sévérité est seuillée pour établir un PIN intersectoriel. Faire un PIN par sous-pilier n'est ni recommandé ni approuvé en raison de la nature interdépendante des sous-piliers. Permettez-moi d'expliquer ce que nous entendons par interrelation. Le pilier des conditions humanitaires peut être considéré comme un cycle, mais pas toujours, car il peut y avoir des boucles de feedback dans un pilier ou des feedbacks entre plusieurs des piliers. Il n'est donc pas recommandé d'essayer de comprendre les effets de causalité entre ces sous-piliers des conditions humanitaires. La sévérité d'un sous-pilier prise individuellement ou isolément d'autres sous-piliers n'est pas non plus recommandée, car elle ne donnerait qu'une image partielle de la situation humanitaire de la population. Par exemple, un groupe de population peut présenter un bon niveau d'accès aux biens ou aux services de base, qui sont des éléments qui appartiennent au sous-pilier du niveau de vie, mais seulement parce que cette population a commencé à s'engager dans des stratégies d'adaptation négatives et irréversibles, qui sont bien entendu des éléments du sous-pilier mécanisme d'adaptation. Pris individuellement, le score de sévérité du pilier niveau de vie pourrait également être facilement mal interprété. Seuls les trois sous-piliers pris ensemble et regroupés dans un récit et des scores finaux pour la condition humanitaire peuvent refléter les conditions humanitaires globales et leur sévérité. Il est donc recommandé d'analyser le pilier conditions humanitaires dans son ensemble et d'estimer le PIN pour l'ensemble du pilier. Passons maintenant à la sévérité. La mesure de la sévérité intersectorielle, soit le degré de préjudice causé par toutes les conséquences humanitaires combinées, est une fonction centrale du GIAF. Il y a quelques diapositives, j'ai mentionné que les indicateurs étaient seuillés. Ces seuils se réfèrent aux échelles dans le modèle de sévérité GIAF. Tous les indicateurs utilisés pour évaluer les conditions humanitaires sont élaborés à l'aide de cette échelle. Lorsqu'elle est exécutée à son plein potentiel, la méthodologie permet de répartir le nombre total de personnes dans une zone ou un groupe affecté entre les 5 classes de sévérité, c'est-à-dire lorsque l'utilisation du scénario d'agrégation A est faite. Les Global Clusters ont proposé un total de 123 indicateurs à intégrer dans le cadre du GIAF. Le visuel Sunburst à droite montre les 97 indicateurs utilisés pour estimer la sévérité des 3 conséquences humanitaires: niveau de vie, mécanisme d'adaptation et bien-être physique et mental. Les 123 indicateurs sont compilés dans ce qu'on appelle le tableau de référence des indicateurs du GIAF. Il s'agit d'une feuille de calcul Google en direct et le lien est disponible soit dans le document GIAF 1.1 sur le site web ou à la fin de cette présentation. Comme mentionné, les Global Clusters ont élaboré ces indicateurs. Pour chaque indicateur, l'information est la suivante.
le secteur, le sous-secteur, dans quel pilier et sous-pilier il s'inscrit, et le nom de l'indicateur. Ensuite, vous avez les informations sur la technique de collecte de données associée à cet indicateur, le cas échéant ici l'enquête au niveau du ménage, ainsi que la source recommandée. Ensuite, les Global Clusters ont indiqué le seuil et le plafond pour chaque classe de sévérité relative à cet indicateur. Une fois que les données ont été recueillies pour informer les indicateurs, il est temps d'agréger toutes les informations et de commencer à estimer le nombre de personnes dans le besoin. Deux scénarios, appelés scénario A et scénario B, ont été mis au point pour appuyer l'agrégation des indicateurs dans le pilier des conditions humanitaires afin d'obtenir les calculs initiaux estimés du PIN-GIAF. Les scénarios sont déterminés en fonction de la disponibilité des données des indicateurs, en particulier de la question de savoir si les données sont disponibles au niveau des ménages et ou de la zone. Le scénario A est plus facile à mettre en œuvre et permet une ventilation complète de la population par classe de sévérité, ce qui n'est malheureusement pas possible pour le scénario de données B. Toutefois, le scénario A ne doit pas être poussé et aucune donnée ne doit être ignorée. Si vous avez plusieurs sources de données et que les indicateurs ne sont pas liés, vous devez utiliser le scénario B. En outre, les secteurs peuvent choisir de recommander une source de données non MSNA et cela ne devrait pas encourager les MSNA. Je vous incite à voir les orientations sous le chapitre 2.2.4 de la guidance du GIAF. Et je cite: si un indicateur spécifique au niveau des ménages GIAF a plusieurs sources, par exemple MSNA et évaluation sectorielle, le secteur concerné devrait être en mesure de décider quelle source devrait être utilisée pour cet indicateur, sur base de la fiabilité, etc. Fin de citation. La méthode d'agrégation PIN est couverte dans une autre session plus technique. Je n'entrerai donc pas dans les détails ici. Cependant, à la fin de cette présentation, je partage d'importantes ressources pour vous aider à aller plus loin. La première est le lien vers la dite présentation en profondeur qui présente les détails des étapes et des calculs pour chacun des scénarios. Si vous voulez creuser encore plus profondément, je vous suggère de lire le PowerPoint qui explique la recherche qui a été menée en 2020 et qui a abouti à l'élaboration de la méthodologie pour le GIAF. Au-delà des autres sessions qui font partie du plan de formation GIAF 1.1, je recommanderais d'explorer deux autres ensembles de documents. Tout d'abord, les documents relatifs au HPC. Dans la version PowerPoint de cette présentation, vous trouverez les liens qui vous aideront à accéder au paquet de facilitation HPC 2022 et à la guidance GIAF 1.1. La deuxième série de documents que je recommanderais est la suivante. Tout d'abord, le rapport de l'étude sur les cadres analytiques qui est à l'origine de l'élaboration du cadre conceptuel du GIAF. Ensuite, le tableau de référence des indicateurs du GIAF qui est présenté dans cette session. Enfin, et ce n'est pas le moins intéressant, une lecture très pertinente est le test des méthodes d'agrégation qui est la recherche qui a été menée par Reach pour développer la méthodologie derrière l'agrégation. Ceci conclut la session générale sur la méthodologie. Restez à l'écoute pour les autres sessions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce module et merci pour votre attention.